ça représente presque rien. Donc, si on a cette augmentation de volume, ça induit presque automatiquement qu'il y a moins de volume à l'intérieur, de volume plein à l'intérieur. Donc maintenant, je vous montrerai des images du satellite qui tourne autour de la Terre, donc qui tourne toujours. Donc si vous avez avec Internet, je pourrais éventuellement vous donner les liens qui permettent de voir. Alors voilà, donc ça a été fait en 2011, et vous allez voir ici donc une espèce de petite vidéo qui vous montre l'évolution de la glace en Arctique. En Arctique, donc, c'est-à-dire au nord. Donc cette vidéo va de juin à septembre. Il se trouve que c'est au mois de septembre où il y a le moins de glace possible. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans cette vidéo? Le point noir. Hein? Le point noir, ouais. Pourquoi est-ce qu'il y a un point noir au centre? Et quand on regarde... Oui, ça correspond exactement au pôle géographique. Alors, je vais vous expliquer ce que je pense qui s'est passé. Donc, vu l'augmentation du diamètre de la Terre, hein, et puis la rotation sans arrêt, il y a ce qu'on appelle des forces centrifuges au niveau de la Terre, et donc la masse et le magma a tendance à s'écarter du pôle, hein, aussi bien du pôle sud que du pôle nord. Donc, à un moment donné, donc la Terre s'est creusée, hein, à partir de 200 millions d'années, a commencé à se creuser, et puis à un moment donné, eh bien, au vu de ces forces centrifuges, eh bien, ça s'est ouvert au niveau des pôles. Et ça s'est ouvert au niveau du pôle nord, et ça s'est ouvert au niveau du pôle sud. Et donc, ce phénomène-là, eh bien, on arrive à le visualiser par satellite, et je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus détaillé. Alors donc ça, c'était le pôle Nord le 1er septembre 2013. Donc vous voyez toujours ce point noir qui est un peu drôle. Voilà, quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il fait à peu près 180 km de diamètre. Et donc j'ai fait une opération particulière donc, sur l'image. J'ai fait ce qu'on appelle raviver les couleurs, c'est-à-dire augmenter le contraste. On s'aperçoit alors qu'il y a en fait deux zones à l'intérieur de cette zone. Il y a une zone bleue et une zone qui est noire. Alors, ici, donc là j'ai pris les pôles Nord à différentes dates en janvier 2015, donc c'est cette année, et regardez ce que ça donne lorsqu'on augmente le contraste au niveau des couleurs. Et donc là, très récemment, ça c'est fin août, donc ça y est, on est en septembre, fin août et fin février, on voit deux images qui sont différentes, alors que j'ai fait exactement la même opération d'augmentation du contraste. Et alors, donc moi, l'hypothèse que je fais derrière tout ça, c'est que les images satellites sont prises, et donc les scientifiques qui prennent ces images sont parfaitement au courant de l'existence de ce trou au pôle Nord, hein, et ils masquent d'une certaine manière, avec une manipulation, je dirais, au niveau de la couleur de ces zones-là, sans la faire disparaître. Ils ne font pas disparaître donc il y a juste une petite manipulation qui fait que, vu de loin, ça paraît complètement noir. Mais quand on regarde bien, eh bien, on voit donc une couleur bleue autour et un centre qui est noir. Alors qu'en février, c'est la période où c'est le plus froid dans la saison. Et donc là, ça reste complètement noir. Donc l'hypothèse que j'ai ici, c'est qu'en fait, fin août, donc il y a un trou ici qu'on n'est pas capable d'appréhender, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va. Donc un trou qui fait peut-être une centaine de kilomètres de diamètre, et puis tout autour de l'eau de mer qui n'est pas sous forme de glace. Donc vous allez comprendre pourquoi il y a de l'eau donc autour de ce trou, ce qui paraît complètement anormal, vu que ça devrait normalement être au pôle géographique que la température est la plus basse. Alors ce qu'on constate en Arctique, on ne le constate pas en Antarctique. Alors je vais vous le marquer, montrer.
Voilà, donc c'est la même chose au 1er septembre 2013 sur l'Antarctique. En fait, ici, on considère que l'Antarctique c'est un continent, et donc on montre simplement les glaces autour de, eh bien de ce continent, si on peut dire. Attendez, parce qu'il nous faut, c'est des comptes rendus des expéditions et des bases permanentes américaines et russes, Oui. en particulier les données sur la Vostok, Oui. qui est en plein milieu. D'accord. Sur la glace. Oui, donc il peut exister de l'eau, et je pense qu'en Antarctique, notamment, il y a de l'eau sous la glace, mais qu'on ne peut pas voir comme ça par satellite. Alors là, vous avez une vue un peu plus précise, et là, lorsqu'on regarde, je dirais, directement sur le pôle sud géographique, à ce moment-là, on voit que ça fait une espèce de creux, mais on ne peut pas dire qu'il y a un trou. Hein. Donc l'explication derrière ça, c'est qu'en fait, en Antarctique, il y a des températures qui sont beaucoup plus faibles qu'en Arctique, hein, de manière générale. Par exemple, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 80 degrés en Antarctique, et on a des températures plus élevées quand même dans l'Arctique. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut se représenter la Terre creuse? Je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite par des Américains. Donc ils ont essayé de résumer un petit peu l'état des connaissances. Alors là, vous voyez le Soleil et la Terre qui apparaît de nuit. Donc quand on regarde la Terre de nuit, à partir de la station spatiale, par exemple, on voit pas mal de lumière donc qui émane des villes. Et il y a une partie, il y a à peu près la moitié de la Terre qui est illuminée par le Soleil. Donc pour l'instant, vous ne voyez rien de particulier, ça va venir doucement. Donc on va vous ouvrir la Terre. Donc la Terre vue de l'intérieur. Alors c'est peut-être un peu difficile à se représenter quand on voit ça, je dirais, pour la première fois. Donc, là, je vais stopper la vidéo, juste 30 secondes. Donc ce que vous voyez, si j'arrive, donc ici vous voyez le trou qui est au pôle sud. Hein, il y a également un trou au pôle nord. Alors qu'est-ce qui s'est passé, je dirais, lorsque le trou du pôle nord et du pôle sud se sont formés? Eh bien, l'eau qui était à l'extérieur, eh bien, a voulu rentrer à l'intérieur, par la force de gravité. C'est tout simple. Mais seulement comme la température interne était très très élevée, eh bien, la plupart de l'eau s'est transformée en vapeur, et ça fait des nuages, etc., pendant des millions d'années. Mais à un moment donné, eh bien, cette eau a réussi à refroidir l'intérieur de la Terre. Et donc l'eau s'est mise à couler à l'intérieur de la Terre et n'a pas coulé, comme on pourrait le penser, ici, à partir du trou jusqu'au centre, mais en fait a coulé le long des surfaces. Et donc ça, on peut expliquer ça au travers des forces de gravité. Donc les forces de gravité font que si vous êtes là, si vous avez un bateau par exemple ici, eh bien vous serez attiré par toute la masse de la croûte qui se trouve ici, la croûte terrestre qui se trouve ici, et beaucoup moins par le reste, vu la distance. Donc tout ça, ça peut se calculer. Et donc,
au fil des millions d'années, on peut dire que l'intérieur de la Terre a fini par se refroidir à cause de l'eau qui a pénétré donc par les pôles. Et donc, vous voyez aussi quelque chose d'un peu bizarre, quelque chose qui est lumineux ici au centre. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains, les scientifiques appellent le noyau, ou d'autres le soleil central. Mais je dirais que lors de la croissance de la Terre, pour la matière, il n'y avait que deux possibilités lorsque donc la croissance de la Terre se faisait. Soit la matière restait collée au niveau de la croûte terrestre, soit elle restait au centre, parce qu'au centre, il n'y a pas de pesanteur ni de gravité. Donc, oui, on peut en lancer. Alors là, c'est le pôle nord géographique. Et là, vous voyez ici le pôle nord magnétique, qui en fait est déterminé par ce noyau, ou ce soleil central, par la façon dont la rotation du soleil central s'effectue. Et donc là, on peut calculer, donc là c'est donné en miles, mais la croûte terrestre ferait à peu près une épaisseur de 1200 km. Mais ce n'est pas quelque chose de très constant. Il ne faut pas imaginer quelque chose d'extrêmement constant. Donc il y a ici, juste au centre de la Terre, donc la gravité nulle. Et donc le champ magnétique, c'est lié simplement à la rotation du noyau terrestre, hein, du soleil intérieur, qui se fait à une vitesse différente de la croûte terrestre. Et donc ici, le champ magnétique qui nous protège du soleil et des vents solaires. Et donc il va dériver. Là, vous voyez par exemple une onde sismique dont je vais parler. Regardez la propagation de cette onde sismique. Et donc tout ce que les scientifiques connaissent au niveau de la propagation des ondes sismiques, on peut aussi très bien l'expliquer, je dirais, par une Terre qui ne serait pas complètement pleine. Alors pourquoi ici le centre? Le centre paraît brillant, certains appellent ça le soleil intérieur, et d'autres le noyau. Pourquoi est-ce qu'il est brillant? C'est parce qu'il y a toujours, depuis des milliards d'années, maintenant 4 milliards et demi d'années, donc des réactions liées à la radioactivité. Hein, si la température a été maintenue sur la Terre pendant des millions d'années, c'est à cause de la radioactivité. Si la radioactivité n'avait pas existé, eh bien il y a longtemps que la Terre serait froide. Donc une des possibilités pour rentrer, je dirais, à l'intérieur de la Terre, et c'est ce qu'a fait l'amiral Byrd qu'on va voir tout à l'heure, donc c'est de se déplacer au pôle. Donc ici au pôle sud, en fait, vu la température, ça n'est que de la glace. Mais on verra aussi qu'il y a des galeries qui ont été creusées à l'intérieur de la glace pour arriver au centre de la Terre. Donc il y a tout un tas de satellites qui tournent autour de la Terre actuellement, mais très peu passent directement au-dessus du pôle. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'image directe de ce qui se passe au-dessus des pôles. Ah ben, on va essayer de répondre à cette question-là tout à l'heure. Alors donc ici vous voyez un peu au niveau du pôle Nord comment ça pourrait se présenter, donc de la glace, mais ça a peut-être une certaine partie de l'année. Et d'après ce que j'ai pu voir, donc pendant les périodes d'été, donc il n'y a que de l'eau de mer autour du pôle Nord géographique. Alors donc ce soleil intérieur permettrait à la vie de pouvoir prospérer parce que, bon, d'après certains témoins, donc la température à l'intérieur serait proche des températures tropicales. Donc il faut imaginer que s'il y a un soleil intérieur, il n'y a pas de nuit.
Donc c'est continuellement le jour à l'intérieur. Mais vu donc l'énergie qui est transmise, eh bien ce soleil intérieur va faire évaporer l'eau et donc va être en gros tout le temps dans la brume. On ne verra jamais de manière directe. Oui, donc on peut cliquer sur le 2, c'est à l'intérieur d'après Maxfield. Donc Maxfield qui a essayé de nous faire une carte de ce qui se passe à l'intérieur. Alors je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il a réussi à collecter ces informations, mais apparemment il était assez bien renseigné. Donc il parle notamment du vol de l'amiral Byrd qui a été fait en 1947, où il a pénétré par le pôle Nord. Voilà. Et ici, donc, on voit les deux ouvertures, pôle Nord et pôle Sud. Et donc ici, il y aurait une petite entrée au niveau du pôle Sud, mais qui doit être extrêmement discrète, et des galeries à l'intérieur, parce qu'il y a une certaine épaisseur, je dirais, de glace, ici, avant qu'on arrive à l'intérieur. Et donc, le magma, oui, il existe toujours, mais il est ici sous les deux croûtes terrestres. Donc on peut dire qu'il y a une croûte terrestre externe, une croûte terrestre interne. D'accord? Et donc le magma entre les deux, et donc c'est la raison pour laquelle il y a toujours des volcans, il y a toujours une activité sismique à cause des mouvements internes des magmas. Et là vous pouvez peut-être apercevoir quelque chose d'intéressant, hein, c'est que non seulement on a ces deux entrées ici, mais apparemment il y a d'autres galeries qui auraient été creusées, alors c'est pas par l'homme, hein, mais par je dirais des civilisations avancées, qui permettraient de passer d'un bord à l'autre, c'est-à-dire de la terre creuse, donc interne à l'externe, beaucoup plus rapidement. Et donc il y a notamment, par exemple, vous connaissez les pyramides d'Égypte, et donc là sous la pyramide de Gizeh, donc il y aurait une galerie ici qui conduirait donc à la terre creuse. Il y aurait aussi une galerie sur un mont qui s'appelle Epomeo, donc en Italie. Donc je ne sais pas comment ces informations donc, ont été collectées, hein, mais ça donne quand même un certain niveau de détail sur ce qu'on peut trouver à l'intérieur de la Terre. Et donc là vous voyez le mot Agartha, hein, donc c'est la Terre des races avancées. Hein, donc, si je peux juste dire une petite digression. Oui. Dans la région du Brésil, on voit le Mato Grosso, oui. où il y aurait peut-être une ouverture. Dans cette région, Denis pourra me confirmer, il y a énormément de phénomènes ovnis dans cette région du Brésil. Oui. Hein, Denis? Excusez-moi. Oui. C'est bon? L'épaisseur des deux croûtes internes et externes, c'est combien? Plusieurs milliers de Je kilomètres? dirais que à peu près 1200 km, hein, donc l'épaisseur de la croûte entre l'externe et l'interne, mais c'est pas quelque chose de constant, il y a des variations. Alors bon, c'est difficile de savoir, il faudrait pouvoir creuser pour savoir, ou il faudrait pouvoir aller à l'intérieur. Donc actuellement, avec nos moyens de mesure, on est incapable de dire exactement quelle est l'épaisseur. Et donc le Soleil central, donc vous connaissez le diamètre actuellement de la Terre. Donc d'après les informations que j'ai, eh bien la Terre aurait commencé à être occupée par des races avancées, donc des humanoïdes donc avec des technologies avancées, donc depuis 18 millions d'années. Sachant que la formation de la Terre creuse a commencé il y a 200 millions d'années. Et tout le processus qui était nécessaire pour que la Terre, l'intérieur de la Terre, ça se refroidisse et que ça puisse accueillir la vie. Donc ça a duré, je dirais, pas mal de millions d'années. Et donc la Terre intérieure serait occupée depuis 18 millions d'années. Et oui. Je voulais juste demander pour l'histoire du test atomique planétaire. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Oui. Parce qu'à partir du moment où on fait des essais atomiques, donc il faut savoir qu'un essai atomique, c'est un peu comme un séisme, mais parfois en plus fort. Et donc les ondes se propagent à l'autre bout. Alors, donc quand on a fait donc les premières expériences atomiques, donc les Américains donc, sur Hiroshima et Nagasaki, eh bien, donc ça a commencé à... Donc ceux qui étaient à l'intérieur ont commencé à se poser des questions. Ah ben
ils sont peut-être inquiétés pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont détourné l'avion de l'amiral Byrd qui survolait l'Arctique à ce moment-là et qui l'ont entraîné à l'intérieur de la Terre. Et ils ont chargé l'amiral Byrd de transmettre un message donc, au gouvernement américain. Donc ça remonte en 1947. Comme quoi ils souhaitaient l'arrêt de tous les essais nucléaires et qu'en fait on pouvait vivre à l'extérieur de la Terre sans l'arme ni l'énergie nucléaire et qu'ils pourraient nous aider dans ce sens-là. Par contre, l'écho que ça a reçu par la hiérarchie de l'amiral Byrd, c'est que c'était une fin de non-recevoir et donc ils ont continué et partout dans le monde on a continué à faire des essais nucléaires. Donc vu le libre arbitre que ces races avancées souhaitent qu'on ait, ils nous ont laissé continuer jusqu'à un certain point. On peut fermer ici. Donc ici, je vais avancer voilà, donc l'amiral Byrd. Il s'agit du 19 février 1947. Donc amiral Byrd, il y avait un camp qui était situé en base arctique. Donc il a volé au nord, donc en direction du pôle géographique nord. Et il y a eu tout un tas de rumeurs qu'il avait volé dans une ouverture conduisant à l'intérieur de la Terre. Et donc il a en fait consigné toute son histoire sur un carnet qu'on a retrouvé par la suite. Et Monsieur le maire, oui. vous pouvez vous décaler autrement, peut-être sur le côté là, ou peut-être de ce côté-là, il y a peut-être là, non? Je peux me mettre... Parce qu'on a du câble. On a 28 mètres de câble. D'accord. Pas de problème. Vous pouvez y aller, il y a du câble. Merci. Donc, dans son carnet de bord, il décrit qu'il a rencontré des êtres évolués. Donc, ce qui est un peu marrant, c'est la taille de ces êtres. Il dit qu'ils mesurent à peu près entre 3 et 4 mètres de haut, donc beaucoup plus haut que nous. Et ça peut s'expliquer également par le fait que ça peut s'expliquer par le fait que la gravité à l'intérieur de la Terre est plus faible qu'à l'extérieur, à peu près moitié moins. La gravité est 2 fois moins importante. Donc si vous pesez, je ne sais pas, 100 kg à l'extérieur, à l'intérieur vous pesez, votre poids n'est plus que 50 kg. Vous conservez la même masse mais pas le même poids. Il faudra que j'aille là-haut. Ça doit être plus facile pour se déplacer. Donc à son retour à Washington le 11 mars 1947, Byrd fut interrogé minutieusement par les forces de sécurité supérieures et par une équipe médicale parce qu'il pensait qu'il pouvait être un fou et raconter un peu n'importe quoi. Étant militaire, Byrd sentit qu'il devait coopérer et à ce moment-là, sa hiérarchie lui a demandé de faire le blackout sur cette histoire-là, de n'en parler à personne. Par contre, il avait quand même écrit son histoire dans un carnet. Et donc il y a d'autres témoignages. Là, il y a un témoignage de Amano Giannini, donc ça date de 1959. Il a écrit un livre qui s'appelle World Beyond the Pole, donc le monde au-delà des pôles. Donc il a révélé que le 12 décembre 1928, les expéditions polaires de la marine US avaient mis en évidence l'existence d'une Terre indéterminée, s'étendant au-delà des 2 pôles, hors des frontières de notre seul globe, déterminé par la théorie copernicienne de 1543. Donc le 13 janvier 1956, l'unité aérienne de la marine US pénétra dans une étendue de terre de 2300 miles, donc à peu près 3700 km, au-delà du prétendu pôle sud de la Terre. Donc là, également, ils ont dû, peut-être, on sait que l'armée américaine a fait plusieurs investigations au niveau de l'Antarctique, notamment en 1947 aussi, et plus tard ici en 1956. Donc par contre, les informations qui ont été recueillies à cette époque-là n'ont reçu qu'un écho insignifiant dans la presse. Une autre histoire un peu particulière, c'est l'histoire d'Olaf Johnsen. Ça a été raconté au travers d'un livre qu'ils appellent The Smoky God, le dieu qui fume. C'est donc le titre en rapport avec le Soleil central. Donc je vous disais tout à l'heure que le Soleil central
on n'a pas forcément une vue directe, hein, parce qu'il est entouré de brume. Donc ça donne peut-être une lumière un peu plus jaunâtre que celle qu'on a, nous, avec le Soleil. Donc il a publié une histoire concernant un monde intérieur en 65. Et donc c'est l'histoire d'un Norvégien qui s'appelait Olaf Jansen. Donc ils sont partis à deux. Et donc Jansen et son fils avaient tenté de trouver la Terre légendaire, située au-delà du vent du Nord. Et donc il parlait d'un soleil central plus petit et moins brillant, donnant l'impression d'être brumeux. Donc les deux hommes furent projetés dans l'ouverture polaire. Alors il faudrait que je puisse vous montrer de manière détaillée comment est-ce qu'on peut pénétrer à l'intérieur des pôles, mais c'est relativement simple. À partir du moment où on reste sur l'eau et que l'eau n'est pas gelée, hein, n'est pas sous l'état de glace, avec les bateaux, c'est tout à fait possible de rentrer à l'intérieur et de suivre la courbure de l'ouverture, et sans tomber réellement donc au centre. À cause d'un iceberg, donc au pôle sud, alors ils sont allés du pôle nord jusqu'au pôle sud, ça a duré je crois 2 ans, hein, et puis au bout de 2 ans, donc ils ont essayé de ressortir par l'autre côté, et le père fut tué à cause d'un iceberg. Et le fils fut sauvé de justesse. Et quand il a raconté son histoire, à ce moment-là, on l'a enfermé dans un hôpital psychiatrique. On a dit qu'il racontait un peu n'importe quoi. Et donc c'est après être sorti de son hôpital psychiatrique que là, il a pu raconter son histoire en Californie et qu'il a pu montrer des cartes de ce qu'il avait vu donc au centre de la Terre. Voilà, donc autrement, il y a le témoignage d'une personne, l'homme sans grand pas, qui a été pas mal connu, je dirais, dans les années 80, donc il se dit lama tibétain, hein, et donc il a ensuite écrit pas mal d'ouvrages donc sur les mystères, oui, sur les mystères du Tibet, avant que le Tibet soit envahi par les Chinois. Et donc il dit, lui, il dit qu'il a visité un certain nombre de tunnels et de cavernes, et donc notamment dans ces cavernes, si vous lisez par exemple donc un livre qui s'appelle La caverne des anciens, dans certaines cavernes, ils ont retrouvé du matériel, qu'on peut dire extraterrestre, hein, de genre soucoupe volante, qui est entreposé un peu comme dans des garages. Hein, lui, il a fait ça quand il était enfant avec des groupes de personnes qui se déplaçaient en groupe de personnes, de groupes de lamas. Donc il raconte toute cette histoire-là dans ce livre-là. Donc il raconte qu'il y a des personnages singuliers qui empruntent les tunnels pour s'entretenir avec les lamas de degré supérieur. C'est pour ça que les lamas donc, avaient une connaissance étendue, beaucoup plus étendue dans certains domaines, hein, dans le domaine spirituel et autres, que je dirais la moyenne des religieux sur cette terre. Il dit qu'il est descendu dans certains de ces tunnels, et même dans ceux de l'ultime Thulé. Donc il existe divers endroits dans le globe, au niveau du globe, où l'initié peut se rendre au centre de la planète pour rencontrer les représentants de cette civilisation intérieure, et beaucoup de gens savent de science certaine que les habitants du monde intérieur viennent conférer avec ceux de la surface, et naturellement quelques-uns des ovnis proviennent de ce monde intérieur. Donc on peut imaginer donc, les ovnis provenant d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, mais en l'occurrence, il y aurait un certain pourcentage d'ovnis qui, eux, viendraient du centre de la Terre. Donc l'un d'entre eux, certains d'entre eux viennent donc, du centre de la Terre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a commencé à jouer avec l'arme atomique, eh bien, ils ont commencé à s'inquiéter, sur ce qui se passait sur Terre, sur tous les développements qu'on faisait au niveau de l'arme atomique, et ils ont commencé à nous surveiller de très près avec des ovnis, et il y a notamment des témoignages, je ne vais pas parler autant aujourd'hui, mais des témoignages avec des vidéos de militaires américains hein, qui témoignent que tous les sites où il y avait des missiles nucléaires ont été survolés par des ovnis, et que certains missiles ont été désactivés par les ovnis. Ça remonte aux années 60. Donc il y a Raymond Bernard aussi qui a fait un livre sur
sur la Terre creuse. Et donc, lui, il a recueilli différents témoignages. Et moi, je ne vais pas aller très loin. Si vous êtes parce que, donc, peut-être qu'on manque un petit peu de temps, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que les témoins, donc, ils avaient pénétré dans le nord, ils étaient arrivés dans un étrange pays qui surprenait par sa température. Donc, du fait que, je dirais que lorsqu'on s'approche du pôle nord géographique, donc on va être sur la glace, et puis au fur et à mesure qu'on va se rapprocher, on va s'apercevoir que la température monte. Et pourquoi la température monte? À cause du soleil intérieur qui vient chauffer toute cette partie-là, et donc qui donne un paysage incompréhensible, parce que tout le paysage était de glace, et on monte encore dans le nord, et là cette fois-ci on voit de l'eau qui a été à l'état liquide, et non plus à l'état de glace, et de la végétation, et de la faune et de la flore, etc. Donc en pleine mer devant nous se dressait soudain une sorte de grande montagne dans laquelle, à un certain endroit, l'océan semblait se déverser. Intrigués, nous continuâmes dans cette direction, et nous trouvâmes bientôt en train de naviguer dans un vaste canyon qui conduisait au centre du globe. Nous n'étions pas au bout de notre surprise, nous nous rendîmes compte un peu plus tard qu'un soleil brillait à l'intérieur de la Terre, donc même histoire qu'avec Olaf Johnson. Et l'océan qui nous avait transportés au creux de la Terre se rétrécissait, devenait graduellement un fleuve. Donc à proximité, je dirais, du pôle, il doit rester des glaces et autres, et plus on pénètre à l'intérieur, et bien plus l'eau est réchauffée par le soleil intérieur, et plus ça devient liquide. Et ce fleuve, comme nous l'apprîmes plus tard, traversait la surface interne du globe d'un bout à l'autre, de telle sorte que si on en suivait le cours jusqu'à son terme, on pouvait atteindre le pôle sud. Et quand on arrive au pôle sud, et bien là, on rencontre de nouveau des glaces. Et du fait que ces civilisations avançaient, donc on creusait une galerie entre donc le centre, enfin la terre intérieure et l'extérieur, eh bien il y a une possibilité d'accès au niveau du pôle sud. Et peut-être aussi un certain nombre de soucoupes volantes qui peuvent s'échapper par le pôle sud. Mais je dirais que pour moi, les soucoupes volantes, pour elles, c'est beaucoup plus facile. Donc au pôle Nord, parce que là, il y a plus de 100 km de diamètre où il y a réellement un trou. Il n'y a rien. Donc c'est peut-être difficile à croire ou à comprendre. Mais alors il dit qu'ils constatèrent que la surface interne de la planète comprenait des étendues d'air ou d'eau, exactement comme sur la surface externe. Le soleil est éclatant, la vie animale et végétale s'y développait abondamment, et au fur et à mesure que nous avancions, nous découvrions un paysage fantastique parce que chaque chose prenait des proportions gigantesques. Les plantes, les arbres et aussi les êtres humains. Et donc, comme la gravité est différente, 2 fois moins de gravité à l'intérieur qu'à l'extérieur, eh bien, les plantes peuvent monter beaucoup plus haut, les arbres aussi, ainsi que les hommes. Et donc, on peut imaginer donc, la faune et la flore qui se déploient beaucoup plus qu'à l'extérieur. Donc, ils habitaient des maisons et vivaient dans des villes semblables à celles que nous avons à la surface, mais de taille plus petite. Ils utilisaient un mode de transport électrique, sorte de monorail qui suivait le bord du fleuve d'une ville à l'autre. Alors il faut savoir que s'ils ont investi depuis 18 millions d'années la Terre intérieure, ils ont eu largement le temps de développer toutes les technologies qu'ils souhaitaient avoir. Et c'est ce qu'on est en train de faire, nous. Actuellement, on essaye de développer des technologies et on va finir par acquérir ces technologies, et il va nous falloir encore un certain temps. Mais si on n'est pas dérangé, s'il n'y a pas de guerre, parce que la condition sine qua non, je dirais, pour que ça puisse se maintenir au centre, c'est qu'il n'y ait pas de guerre. Et donc c'est ce qu'ils ont réussi à réaliser, donc à réaliser la paix à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, donc on a toujours, encore et maintenant des conflits. Donc mon compagnon allait dans une maison, moi dans une autre, j'étais complètement désemparé en voyant la taille énorme de tous les objets. On me donna une assiette immense, et la portion qu'elle contenait aurait pu me nourrir pendant une semaine entière. Donc c'est juste pour... Et le géant m'offrit au dessert une grappe de raisin, et chaque grain était aussi gros qu'une pêche. Le goût était assez délicieux. Donc c'est juste des détails, mais qui vous donnent un petit peu l'envergure, enfin une idée de ce qu'on peut voir à l'intérieur. Alors, il y a également le témoignage de Anne Givaudan et Daniel Meroy,
Eux, je dirais qu'on peut dire que c'est un peu deux mystiques, si on peut dire, mais qui font ce qu'on appelle le voyage astral. Le voyage astral, c'est une capacité que l'homme a et qui lui permet de sortir consciemment du corps et de faire des voyages partout sur la Terre et même au-delà de la Terre. Et donc, ils ont fait un livre qui s'appelle Voyage à Shambhala. Et là, vous pouvez lire sur les pages 193 et 194. Donc là, c'est l'être qui est à l'intérieur qui parle et qui dit « Votre Terre est creuse, vous le savez, creuse comme sont toutes les planètes du système solaire, même la Lune. La Lune est creuse, mais elle a arrêté toute son activité, on peut dire qu'elle est morte. Donc son activité sismique et autres s'est arrêtée. Mais toutes les planètes du système solaire sont concernées. Alors elle est aussi creuse qu'une noix sans ses cerneaux. Là également vous attendent les prémices d'un avenir fabuleux, ou plutôt d'un présent déjà bouillonnant en vous, lorsque les sages disent aux hommes de chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont dans la vérité à tous les stades de la compréhension. La Terre vous suggère en certaines contrées la grande flamme de son cœur, elle la fait s'élancer vers les cieux, comme le lotus flamboyant est tel un baiser d'union avec ce qui est en haut. Cette flamme, ou plutôt ces flammes, ce sont les aurores boréales et australes. Donc également, il faut savoir qu'il y a de la lumière qui sort au niveau des pôles, aussi bien, principalement le pôle Nord, donc une lumière qui se combine aussi avec les aurores boréales qui ont une autre origine puisque c'est principalement dû au vent solaire et à l'interaction avec le champ magnétique. Donc c'est la radiation cristalline du soleil intérieur enclos dans le grand être qui nous porte tous. Donc là il fait allusion à la planète Terre, la conscience de la planète Terre que certains appellent Gaïa. Et donc ça jaillit par les pôles. C'est aussi une source vitale éthérique dont vous ne pouvez avoir idée. L'heure ne se présente pas encore d'éludée pour l'homme la totalité du mystère de l'Agartha et du continent central. Donc nous refusons de précipiter ce temps pour la sauvegarde de la majorité des consciences immatures. Alors la raison pour laquelle on n'est pas encore conscient, on ne connaît pas encore l'existence de cette terre intérieure, bien qu'on commence à avoir de plus en plus d'informations, c'est que pour l'instant, en fait, ils ne souhaitent pas qu'on aille les voir. Et pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'on est encore trop belliqueux. Que si jamais on rentre dans la terre intérieure, on va vouloir s'emparer des technologies